Bien, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Campus Maguelère. Vous connaissez le concept, c'est 1 heure autour de la vie culturelle, étudiante et de la recherche en Languedoc-Roussillon. Joris, bonjour. On retrouve nos rubriques habituelles. Oui, effectivement, on parlera de recherche, d'engagement étudiant, de vie étudiante et de culture également. De culture, bah oui, les Montpelliérains et autres d'ailleurs ont reconnu ce magnifique lieu dédié à l'art contemporain, la Panacée. Et justement, on retrouvera Franck Beauchard, qui est le directeur artistique de ce lieu-là. Avant cela, générique. Bien, Franck Beauchard, merci de nous accueillir dans ce beau lieu dont vous assurez la direction artistique. Oui, vous êtes bienvenue. Merci. Et donc, un lieu très spécifique, la Panacée, dédié à l'art contemporain. Oui, c'est un lieu spécifique. Déjà, c'est un lieu récent. Il a été créé donc, en juin 2013. Il est spécifique pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est un lieu d'art qui est aussi un lieu de vie, avec là le café qu'on voit, mais c'est aussi un lieu de résidence d'étudiants, puisqu'il y a une résidence universitaire composée de 59 studios, donc 59 étudiants qui vivent là-haut. C'est-à-dire quand on est dans le patio, les fenêtres qu'on voit en haut, c'est des résidences étudiantes. Exactement, et puis on a aussi un centre de ressources qui est très fréquenté. Magnifique d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un lieu plein de vie et qui s'articule autour d'un patio qui est au centre du lieu, qui joue un peu un rôle de place du village où tout le monde se rencontre, échange. Donc c'est un lieu très convivial autour de l'art. D'accord. Et un auditorium ? Et bien sûr, il y a un auditorium aussi. Et la deuxième spécificité forte, c'est que c'est un centre de culture contemporaine. Et ce qui était souhaité par cet intitulé, c'est d'être un lieu de décloisonnement entre les disciplines artistiques et un lieu aussi ouvert aux mutations des pratiques artistiques. De plus en plus, on a des pratiques artistiques qui sont un peu entre les cases photo, multimédia, art plastique, etc. Et donc nous, on accompagne ces formes émergentes, que ce soit dans le cadre de résidences, mais aussi bien sûr d'expositions, qui sont un peu des outils d'exploration d'un monde en mutation. Et je dis souvent, la Panacée, c'est un peu le service public de la métamorphose technologique, c'est-à-dire que c'est un lieu qui, pour le public, aide à comprendre les mutations du monde dans lequel on vit. Et notamment à travers des questions liées aux technologies contemporaines. Effectivement, je confirme. Effectivement, les expositions que j'ai vues ici étaient toujours à la croisée effectivement, de différents arts et puis assez conceptuelles. Ouais. Là, il y a actuellement une exposition qui est peut-être un peu moins, c'est les boutographies. On est vraiment là sur de la photographie. On est sur la photo, mais avec aussi des artistes qui sont soit sur des formes plus plasticiennes, soit plus sur des choses qui sont plus de l'ordre du reportage, de longue durée, d'immersion sur des territoires ou sur des situations. Et puis aussi, il y a aussi un artiste qui travaille vraiment à cette frontière entre la photo et le numérique, Michel Delhomme. Et donc ça fait un panel effectivement en même temps assez varié sur la photo. Après c'est un grand festival de la photo de la ville de Montpellier, qui existe depuis longtemps, qu'on est très content d'accueillir ici. Et puis ensuite, alors qu'est-ce que vous nous programmez sur ce site ? Donc après, on a une manifestation conçue par la Panacée, conçue par moi-même, qui s'appelle Global Snapshot, instantané d'un paysage de l'information, et qui donc va explorer les mutations justement du paysage de l'information. Et c'est ce qu'on a réussi à la Panacée, à la fois des artistes qui vont proposer par exemple une immersion virtuelle dans les lieux de la catastrophe de Fukushima, par exemple. Des artistes qui font un tour virtuel du monde à travers Google Earth, d'un côté, et puis de l'autre, des artistes qui vont investir des territoires. Donc là, ça va être le Groenland, la Grèce, le Caucase, et qui nous donnent une perception du monde peut-être un peu différente que celle qu'on a à travers les grands médias. Donc encore une fois, la Panacée qui nous mène vers ces interstices. On surveillera les agendas. L'exposition Global Snapshot, ce sera à partir du 15 au 24 mai. Mais ce n'est pas simplement une exposition, c'est-à-dire il y a aussi des processus artistiques en cours pendant toute la manifestation. Il va y avoir une exposition aussi qui va se construire à vue devant le public et avec le public à partir des matériaux de l'actualité. C'est-à-dire qu'on va vivre pendant une dizaine de jours dans la temporalité immédiate de l'actualité. Vous savez, on n'est plus vraiment dans l'écrin de l'art et dans la sanctuarisation d'un espace de l'art, mais on va faire rentrer le monde dans la Panacée
et on va vivre au rythme du monde. Bien, ben merci beaucoup Monsieur Bochard, et encore merci pour l'accueil dans ce beau lieu. Voilà, donc c'est le printemps, c'est Montpellier, c'est évidemment Montpellier Danse. Je vous invite à faire les médiations, à prendre quelques informations et puis vous pourrez composer à travers un jeu de la roue, du hasard et de la danse. Et suite à ça, vous pourrez gagner quelques places pour le festival. Didier Chalawan, tu peux enchaîner. Merci à tous. À l'Agora, Cité internationale de la danse, pour présenter le festival Montpellier Danse dans sa nouvelle édition, celle de 2015. D'habitude, on fait des présentations pour les abonnés du festival, pour les publics aussi de manière générale. Et puis avec le Crous, on a développé depuis quelques années un partenariat qui nous permet de présenter aux étudiants de Montpellier la programmation du festival à chaque nouvelle édition, et aussi l'Agora, qui est un lieu emblématique de la culture à Montpellier, qu'on fait découvrir à travers ces lieux de travail, les lieux de résidence des artistes, qui sont investis cette fois-ci par des étudiants de l'Université Paul Valéry, le Master Valorisation et Médiation des patrimoines, qui présentent chacun à leur manière et en faisant danser les étudiants la programmation à travers tous les chorégraphes qui sont programmés pendant le festival. Les étudiants qui animent la soirée font partie en fait de l'association ACANT qui réunit les étudiants du Master Valorisation et Médiation du patrimoine de Paul Valéry. Derrière moi, dans la cellule, vous avez l'enfermement et la libération du corps qui regroupe plusieurs artistes. On l'a fait dans la cellule puisque justement l'Agora, avant d'être un lieu d'expression du corps, un centre chorégraphique, ça a été une prison, ça a été un couvent. Dans cette cellule, on a enfermé jusqu'à 20 personnes. Et c'était très important aussi de pouvoir aborder ce sujet puisque c'est ce qui fait l'esprit du lieu. Par exemple, on va présenter David Vampak. Et David Vampak, cette année, dans son spectacle Urge, il présente, en fait, son thème, c'est le cannibalisme. Et dans le cannibalisme, il va apporter toute la violence qui est aujourd'hui dans notre société, que ce soit par rapport à l'appropriation du corps de l'autre, par rapport à la pulsion ou aux interdits. Et il y a tout un aspect psychologique, en fait, qu'on aborde et tout un aspect social. Ici, on est au laboratoire chorégraphique, on est dans le foyer du théâtre de l'Agora, et les étudiants qui sont ici nous présentent en fait des chorégraphes qui participent au festival Montpellier Danse 2015 et qui ont une attention particulière sur la scénographie et sur des objets aussi. C'est en relation à l'objet qui est forte, et du coup ils ont créé un atelier autour des objets. Donc ce qu'on va voir là, ce sont ces étudiants-là qui vont se faire manipuler, ou en tout cas qui vont se faire mettre en scène par les objets qui sont sur le plateau, et que les visiteurs vont pouvoir déplacer à leur guise. Cet atelier, c'est un atelier donc participatif. Le but, c'est de faire danser les personnes qui viennent à cette soirée, mais aussi de leur présenter les artistes donc, qui vont danser donc, lors du festival Montpellier Danse à Montpellier. Nous montrons des extraits d'artistes tels que Traja Larel, Israël Galvan et Akram Khan, ou encore Bouchra Wisghem et Faroukito. Notre objectif, c'est de faire danser les personnes, mais aussi de leur expliquer qui sont ces personnages qui viennent se représenter à Montpellier Danse. Donc, le jeu se compose d'un dé, il faut lancer le dé, et donc sur chaque phase du dé, donc, à chaque numéro est attitré plutôt une danse, une chorégraphie que l'on montre aux étudiants qui doivent reproduire avec nous. Et donc l'enchaînement de plusieurs chorégraphies donne une sorte de danse que l'on représente à la fin de l'atelier, tous ensemble.
avec Montpellier Danse, on a décidé de faire une soirée pour réserver aux étudiants pour promouvoir le festival et le dispositif Pass Culture. C'est un dispositif qui est pour les étudiants où ils ont une carte d'adhérent qui leur permet d'acheter des places moins chères. Par exemple, pour le festival Montpellier Danse, pour tous les spectacles, toutes les représentations, c'est 5 €. On est adhérent du Pass Culture, on peut acheter des places à 5 €. Bien, on quitte cette très très belle ambiance à l'Agora où on a vu des très très beaux danseurs et retour dans ce patio de la Panacée avec dans l'actualité qui nous concerne très directement la Commu qui a présenté sa politique de site auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Une politique de site en Languedoc-Roussillon, c'est évidemment l'idée de mettre une stratégie commune en matière de formation, de recherche, de numérique et de vie de campus. Et cette politique de site a été présentée très récemment donc aux autorités de tutelle qui, on va le voir en interview, semblent avoir apprécié le projet qui leur a été présenté. Nous sommes venus ici pour dire combien nous mesurions le chemin parcouru par les 25 membres de ce projet de site qui tire tous ensemble l'enseignement supérieur et la recherche au service des étudiants, de la vie économique et de la société de Languedoc-Roussillon. Donc nous sommes très satisfaits de l'évolution positive en quelques années. Ça, c'est ce qui ressort en premier ? Oui. Et puis après, ça se décline en différentes actions, mais en particulier les pôles et les axes transversaux nous semblent vraiment très, très connectés avec les grands enjeux sociaux actuels. Pour vous, c'est un avenir prometteur ? Oui, je crois que le Languedoc-Roussillon a enfin un regroupement des universités, des écoles et des organismes à la mesure de son potentiel scientifique et académique. Et mon regard, c'est celui de la recherche et de l'innovation, puisque c'est notre sujet de regard au ministère. Et je crois que l'ensemble des acteurs présents ici ont à la fois de grandes forces historiques sur un certain nombre de sujets, et puis plus récemment, avec la présence d'organismes importants, un potentiel de recherche sur une des thématiques phare qui est celui de l'agronomie, de l'environnement, de l'écologie. Donc là, un potentiel sur un sujet majeur pour le siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec la pression sur les milieux dans lesquels nous vivons, la pression humaine, la pression énergétique, et donc tout ce qui concerne le changement climatique au sens large. Et qu'est-ce qui vous séduit vraiment de près dans ce dossier ? Écoutez, il y a une analyse qui est claire sur à la fois les différents champs disciplinaires qui peuvent intervenir sur les axes prioritaires qui ont été définis. Et je crois que c'est une bonne façon de travailler pour mobiliser les acteurs de façon claire sur les sujets choisis. Allez, pour en savoir encore un petit peu plus sur ce sujet et entendre l'avis des présidents d'université, des directeurs de grandes écoles et directeurs des instituts de recherche, eh bien allez-y, cliquez sur ce lien pour en savoir plus. Recherche à présent, dans un instant, on va accueillir Alain Boucaran de l'IES, mais avant cela, on part en vidéo voir ce qui se passe du côté de Géosud, une présentation de la station de réception directe d'images satellitaires qui nous est présentée par Pierre Morel, qui est le coordinateur de cette équipe Géosud. Géosud, c'est Geo Information for Sustainable Development. Bonjour, bienvenue à Maison de la Détection. Aujourd'hui, je vais vous faire la visite de la station de réception directe Géosud. Alors les images satellites, ça sert à faire beaucoup de choses. Ça peut servir au suivi de l'étalement urbain, à la cartographie des incendies de forêt, au suivi des coupes rases forestières par exemple. Donc plein d'applications. Mais ça reste quand même une affaire de spécialiste. Et quand on n'est pas spécialiste, on a quand même beaucoup d'obstacles à lever. Il faut déjà savoir si le type de données est utile pour le problème que l'on a à régler, quel type d'image ensuite en particulier il faut utiliser, disposer des compétences, des équipements. Donc ça fait quand même beaucoup de choses
pour arriver, disons, à utiliser de manière opérationnelle ces images-là. Alors c'est pour lever ces obstacles que sont nés il y a quelques années le projet GeoSud et le pôle national TEIA. Il s'agit de structurer la communauté nationale, à la fois les spécialistes et les non-spécialistes, et de mettre en place une infrastructure de données sur le web qui permet d'accéder à un bouquet d'images complémentaires, donc Spot 6.7, Pléiade, Sentinelle, des archives Spot, et également de proposer des services de traitement en ligne de ces images. Un des équipements majeurs de cette stratégie collective GeoSud de TEIA, c'est la station de réception satellitaire directe GeoSud qui est basée ici à Montpellier, et elle comprend 3 composantes: l'antenne de réception satellitaire, ensuite un terminal de réception qui est une sorte de décodeur, et le signal qu'on appelle la télémesure qui est envoyé directement par le satellite vers l'antenne et ensuite qui est transformé par le terminal en images exploitables par les utilisateurs. Nous sommes devant le terminal de traitement d'images Spot 6.7 qui est composé de plusieurs éléments. Un serveur de sécurité, un lecteur de bande LTO pour la sauvegarde des bases de données, un ensemble de disques durs permettant le stockage lors de la production et pour finir un Blade Center constitué de 11 lames de calcul, ce qui nous permet une production de 200 produits Spot 5.6.7 en 10 heures. Alors nous allons rentrer maintenant dans la salle des opérations de cet ensemble d'équipements. On a ici les 3 postes de contrôle de la station de réception GeoSud. Ce poste-là, c'est celui qui pilote l'antenne. Ce poste-là, c'est celui qui pilote le terminal de réception Spot 6.7. Et ce dernier, c'est celui qui sert à placer les programmations qui correspondent aux demandes des images par les utilisateurs. Les premiers satellites qu'on va recevoir à la station GeoSud sont les satellites Spot 6.7 qui permettent à la fois de couvrir de grands territoires et de les observer de manière détaillée. Pour un utilisateur, il va faire ce qu'on appelle des demandes de programmation où il va expliquer ses besoins, sur quelle zone, à quel moment, pour quel projet. Une fois que ça s'est fait, on instruit ces demandes-là et ensuite on les transmet directement via les terminaux qu'il y a ici vers l'industriel qui opère, disons, ces satellites Spot 6.7 Airbus. Et chaque fois qu'il y aura une image pour GeoSud, notre antenne sera capable de suivre précisément les satellites au moment où ils font les acquisitions. La télémesure est reçue, elle est ingérée par notre terminal Spot 6.7, le catalogue est automatiquement mis à jour et ensuite on utilise le terminal pour fabriquer les images à destination des utilisateurs. Qu'est-ce qui descend aujourd'hui? Je vais regarder sur l'unité de programmation tout de suite. Alors a priori ce serait la zone bordelaise. Mais à quelle heure le satellite passe aujourd'hui? Dans 2h50. D'accord, ok. Si l'on se projette dans l'avenir, cet équipement a vocation à accueillir de nouveaux satellites et à servir une communauté encore plus large que celle de GeoSud et de TEIA, dans ce qu'on appelle une filière institutionnelle nationale qui réunirait à la fois la communauté scientifique, les acteurs publics et des partenaires privés. Allez, après les grands satellites qui captent ces images magnifiques qu'on vient de voir, recherche toujours avec vous, monsieur. Vous êtes Alain Foucaran, le directeur de l'IES, c'est l'Institut d'électronique et des systèmes. Et vous êtes en particulier spécialisé en composants et systèmes électroniques pour la mesure. Et l'observation. Et l'observation. L'électronique, en 2 mots, c'est quoi? Alors l'électronique, c'est très simple, c'est la discipline qui permet de passer du monde non électrique, que ce soit thermique, biologique, chimique, environnemental, au monde électrique que vous connaissez, c'est-à-dire pour transporter de la donnée, pour la stocker, pour l'analyser, etc. Voilà ce que c'est que l'électronique. D'accord. Alors donc l'IES, elle est basée sur un nouveau campus? Oui, nous sommes sur le campus Saint-Priest, donc c'est un bâtiment de 34 millions d'euros. C'est un magnifique cadeau, hein. Vous vous rendez compte, pour un fonctionnaire se retrouver dans un bâtiment d'une telle splendeur pour développer des activités de recherche, c'est magnifique. Bon. Et en l'occurrence, donc, vous accueillez à la fois des entreprises, c'est aussi un lieu de recherche, d'abord et avant tout? Alors, on a profité de ce nouveau lieu pour avoir une dynamique un petit peu nouvelle des laboratoires de recherche. C'est qu'il faut que l'université s'ouvre vers le monde de l'industrie et que l'industrie pénètre ce milieu de l'université. Et donc, au sein même du laboratoire, nous avons un espace qu'on appelle l'espace start-up, constitué de 10 box qui peuvent accueillir chacun une dizaine d'entreprises avec 3 salles de manip de 24 mètres carrés, avec des entreprises qui, bien sûr, sont des émanations de nos recherches, mais qui n'ont pas pour vocation à rester au laboratoire, mais qui ont pour, justement, émanation
de s'envoler à partir du laboratoire. D'accord, donc ça veut dire que des chercheurs éventuellement de l'US peuvent créer leur start-up au sein de Oui, nous en avons l'Institut. actuellement sur les 7 que nous accueillons, il y en a 3 qui sont issus purement de chercheurs du laboratoire. C'est un beau succès. On en est fiers. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'électronique de demain? Est-ce que vous avez un peu idée des grandes innovations de ce qui nous attend? Je crois qu'il y a une chose importante à comprendre, c'est que l'électronique n'est pas on est dans un monde universitaire. L'électronique n'est pas une science en soi. L'électronique ne se valorise, c'est une discipline qui ne se valorise qu'à travers ses travaux et les outils qu'elle met à disposition des autres disciplines. Elle n'existe en fait qu'à travers les autres disciplines. Je parle de l'électronique et la santé, par exemple avec les scanners, avec les échographes, qui tout ça sont des émanations de travaux de recherche pure en électronique. L'échographie, c'est ni plus ni moins qu'une onde sonore qui, à un moment donné, se transforme en onde électrique. Pareil pour l'IRM, etc. Donc on est vraiment dans ce domaine-là. C'est une discipline qui se valorise uniquement au travers des autres disciplines. On est au service des autres disciplines. D'accord, donc là vous parliez par exemple de la santé, de la médecine, et des applications dans d'autres domaines, j'imagine aussi? Oui, alors des applications, je crois qu'il y a actuellement quelque chose de très important, c'est que la recherche se rapproche de plus en plus de la société, et notamment il faut que nous comprenions que c'est une mission de laboratoire public. Cette recherche dimension publique est essentielle, on est avant tout un service public, et donc la devise du laboratoire, mais qui je pense est générique pour d'autres laboratoires, c'est que nous sommes là pour comprendre et innover au service de l'applicatif. L'applicatif étant ce qui est espace start-up, qui finalement, eux, connaissent les marchés et répondent à des questions purement budgétaires. Et nous, on est là pour les aider à franchir et conquérir de nouveaux marchés. Et donc, il y a un secteur extrêmement intéressant. Alors, je vois justement les images qui défilent sur le Wi-Fi du futur, dont on a pas mal parlé. On sait qu'on va avoir une densité de communication qui est de plus en plus importante. Il faut trouver des moyens adaptés pour communiquer plus rapidement. Eh bien, l'IBS vient de faire une première avec le Wi-Fi du futur, où là où vous mettez 7 minutes pour transférer un DVD, eh bien, nos chercheurs ont réussi à le faire en 4 secondes. Donc, c'est quand même relativement une belle performance. Et alors, en l'occurrence, c'est quoi? C'est des nouveaux matériaux, des nouveaux composés? Ce sont des composants qui sont structurés et qui on utilise un petit peu des compétences dans le domaine du terraire, ce que nous avons au sein du laboratoire. Donc, on est vraiment sur de nouveaux vecteurs. D'accord. Et donc ça, c'est une vraie réussite, amenée à se commercialiser demain? Bien sûr. Alors, c'est l'objectif final pour transférer avec les entreprises avec lesquelles nous sommes. Mais je crois que, si vous le permettez, il y a un sujet qui préoccupe tout le monde, c'est la ville du futur. Donc, la fameuse éco-cité dont on parle, c'est tout simplement se rapprocher du citoyen et le faire qu'il puisse évoluer dans une structure où il se sente bien, à l'aise, respectueuse de l'environnement et puis s'épanouir pleinement. Eh bien, évidemment, toute cette discipline qui consiste à passer du monde non électrique au monde électrique, elle est au cœur de la problématique. D'accord, donc c'est tout le concept de la ville intelligente, c'est ça? Où on peut gérer les transports, les consommations? L'énergie, les transports, et puis cette notion de cloud aussi, où l'analyse des informations croisées avec nos collègues informaticiens est essentielle. Donc, je rebondis sur les images en voyant donc Chantal Marion, qui est la vice-présidente à la Métropole Méditerranée, donc qui est également avec Philippe Auger, notre président, qui ont découvert cet espace start-up, qui est un lieu relativement intéressant et qui ont pu toucher du doigt ses capacités de transfert. Voilà. D'accord. Écoutez, bravo en tout cas pour toutes ces initiatives pour le futur. Oui, j'espère que nous serons à la hauteur de la confiance qu'on témoigne. Et puis je voulais juste faire un petit aparté sur ce concept que vous avez développé, où la mise en commun des moyens universitaires, techniques, scientifiques, etc., où je suis entouré de gens qui ont tous des compétences, mais qui sont mises en valeur, parce que être journaliste, c'est un métier, être cadreur, c'est un métier, réalisateur, c'est un métier. Et je vous félicite pour cette initiative qui est magnifique. Merci, on ne s'était pas préparé. Non, merci beaucoup. Vous êtes, je pense, un des premiers à nous féliciter ainsi. Merci beaucoup. Et en tout cas, bonne continuation à cette US. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et on se retrouve juste à côté, dans le patio, pour retrouver des étudiants qui s'engagent. Et un retour dans le temps présent, après ce voyage dans le futur avec l'IES et ses innovations de demain. Et on ouvre cette rubrique engagement étudiant, des étudiants qui s'engagent. On le verra en matière de parrainage international auprès de la Commu et du Crous. Et puis aussi des étudiants qu'on accueille ici, de Supagro et de STAPS. Des étudiants qui nous sensibilisent autour de nouveaux modes de représentation, enfin pour changer nos représentations sur le handicap, à travers une journée qui s'appelle En Dynamique, qui aura lieu le 30 avril. Donc pour nous en parler, Romain, étudiant STAPS, Denis et Joseph, qui sont étudiants à Supagro. Donc Denis, tu es à Supagro, vice-président du bureau des sports. En l'occurrence, c'est vous un peu qui portez cette initiative, mais avec un certain nombre de partenaires associatifs. C'est ça, donc à la base, ça part du bureau des sports de Montpellier Supagro et du club Agrandi, de Montpellier Supagro également. Et on est avec 6 associations qui travaillent avec nous. Donc il y a le Montpellier Handi Basket Association,
qui fait donc du handi-basket. Il y a également donc, le Montpellier Tandem Club Association. On a comme partenaire le comité départemental aussi des sports adaptés de l'Hérault. Il y a également l'association de Sarbacane Méditerranée. Donc. Et puis on retrouve l'association des Parisiens de France. Et puis il y aura également des résidents des Terres Blanches donc, qui viendront participer à D'accord, donc beaucoup de partenaires autour de cette journée. Donc un programme surtout autour du sport, hein, c'est ça? C'est ça, donc le but c'est de sensibiliser au handisport. Donc ça commencera à 14h30. Et donc sur toute l'après-midi, il y a des différents stands avec donc, du handi-basket, de la Sarbacane. On va retrouver aussi du tandem et du handbike, donc, qui est un vélo qu'on pousse avec les mains. Et puis également, l'association des Parisiens de France va présenter des gestes de la vie quotidienne avec un handicap. Donc. Et puis on retrouvera aussi de la pétanque animée par les étudiants de Montpellier-Supagro. D'accord, donc une belle après-midi et qui se conclura, je crois, en soirée. Joseph, il se passe... C'est ça, on projette un film, le film de Nils Tavernier, De toutes nos forces, avec la particularité qu'il sera en audio description. Donc on invitera en fait tous les participants de la journée en dynamique, plus quelques associations d'aveugles sur Montpellier, à se bander les yeux et à se mettre dans la peau d'un aveugle pour le temps d'un film. D'accord. Alors Romain, tu me disais jusqu'avant qu'on présente cette émission que c'est la 2e édition déjà. Et donc quel est un peu l'intérêt, enfin si vous avez déjà du recul par rapport à l'édition de l'année dernière, et quel est un peu l'intérêt d'une telle initiative? Donc l'intérêt, tout simplement, en fait, c'est que souvent les situations de handicap sont mal connues du monde étudiant. Donc là, l'intérêt va être de sensibiliser avec quelque chose qui va permettre l'activité physique et être vectrice de socialisation en fait entre les personnes en situation de handicap et les étudiants. Donc l'intérêt, c'est donc de sensibiliser dans un premier temps au handicap. Et aussi, sachant que les étudiants là, qui sont en première année, ça va être aussi des futurs ingénieurs, donc avec les lois de 2005 revalorisées en 2015, à savoir que maintenant, dans une structure de plus de 20 salariés, il faut 6% de personnes en situation de handicap. Donc ça va être aussi se projeter vers l'avenir et tous ces étudiants là, qui seront peut-être plus tard chefs d'entreprise auront déjà des notions et ont déjà vécu certaines choses intéressantes. Donc une manière de les sensibiliser à côtoyer aussi des populations en handicap dans le lieu de travail. Voilà, et donc le sport comme ça, comme vecteur, et puis une très belle projection en soirée. Donc vraiment, je pense que ça vaut le coup de venir. Parfait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre engagement. Et donc on rappelle, cette journée, c'est le 30 avril. C'est ça, le 30 et ça se déroulera, vous ne nous avez pas dit? Sur le campus, donc 2 places Pierre Viala, Supagro Montpellier. À la Gaillarde. Donc tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Donc, Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et tout de suite, on retrouve Joris. Merci Damien. Le Crous et Languedoc-Roussillon Université viennent de lancer leur campagne 2015 pour le parrainage international. Je vous propose de regarder cette petite vidéo qui présente le parrainage 2015. Oh, to begin with, my name is... What? Yeah. I applied for a scholarship and, well, I got it. Lucky kid. So I signed up to have a local student come meet me at the train station in Montpellier. Great. And that's fun to welcome you? No. Oh yeah, nice. Let's go. No, once we get there, we go straight to the office for international students and get started with everything. Yeah, that's good. So no chance of getting lost. Sounds pretty good, I think. Bonjour Cathy, je viens d'arriver à Montpellier. Je vous rencontre seulement maintenant quand c'est jamais vous. Mais comment est-ce qu'on va faire pour se reconnaître? Ne t'inquiète pas pour ça, Brad. Tu me reconnaîtras. Kathy has been studying law in Montpellier for the last 3 years. With her experience, she quickly understood my difficulties. Vous êtes bien, Cathy? Oui, c'est moi. Salut. Bienvenue à Montpellier. Everything was easier with her help. C'est vraiment cool cet endroit. Mais t'as pas fini d'en découvrir plein d'autres à Montpellier. I met other international students like me. The campuses are modern, there's Wi-Fi everywhere, and then, of course, the beach, the parties. Yeah, I worked pretty hard. How does the story end, you ask? Well, you'll have to write it yourself.
Voilà, vidéo sympathique. Et pour parler de cette édition 2015 du parrainage, Cathy Vore est avec moi. Vous êtes responsable de l'accueil international de la commu Languedoc-Roussillon. Concrètement, qu'est-ce que le parrainage tout d'abord? Alors, le parrainage international existe depuis 2011. Nous avons élaboré ce dispositif avec le Crous pour accueillir les étudiants étrangers qui arrivent pour la première fois à Montpellier. Depuis l'an dernier, on a élargi ce dispositif à Nîmes et Perpignan. Donc ce sont des étudiants qui sont soit à Montpellier, Nîmes ou Perpignan qui accueillent les nouveaux étudiants qui arrivent. Comment faire pour ceux qui le souhaitent pour devenir parrain de ces étudiants? Alors parrain ou marraine déjà c'est du volontariat, mais il faut s'inscrire sur le site du parrainage. C'est www.parrainage-international.fr. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines et jusqu'au 22 juillet. Alors, on suppose que ces inscriptions sont ouvertes. On suppose que ça nécessite de certaines conditions et un certain bénévolat de la part des parrains. Oui, alors bénévolat, c'est sûr. Les conditions, c'est qu'il faut qu'ils soient au moins depuis une année dans la ville, Montpellier, Nîmes ou Perpignan, pour pouvoir bien accueillir et guider et accompagner les étudiants qui vont arriver. Quelles sont les missions du parrain ou de la marraine qui souhaite accompagner l'étudiant en question? Alors, la première mission, c'est on les met en contact début juillet, c'est-à-dire que pour un parrain ou une marraine, il a à peu près 2 ou 3 filleuls. Il va commencer par les contacter par mail. C'est le premier contact qu'ils ont avec la France et ça, c'est important, ça les rassure. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui les attend. Et une fois qu'ils arrivent, le parrain ou la marraine va les chercher à la gare, à l'aéroport ou là où ils arrivent pour les accompagner sur leur lieu d'hébergement. S'ils n'ont pas trouvé, on les aide à trouver un logement, ce qui n'est pas facile. Et après, c'est les guider dans la ville, les aider. Volontairement, depuis le début, on mélange les universités. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est inscrit à Paul Valéry ne va pas forcément accueillir un étudiant qui va étudier à Paul Valéry. On est dans du lien social, pas dans du soutien pédagogique. Ça se fait dans les universités très bien. Alors, quels sont les avantages à avoir un parrain ou être filleul de cette édition? Alors, les avantages sont interculturels sans problème, c'est-à-dire que c'est une vraie aventure humaine, avant tout, parce que c'est un engagement. Chaque année, ils font preuve de décision, d'accompagnement, et ça se passe très bien. C'est des moments de partage. Et pour le filleul, il n'est pas perdu. Et il est accueilli par quelqu'un qui a le même âge que lui, qui est dans des études comme lui. Donc, c'est tout bénef. Alors, justement, il y a un vrai lien qui se crée entre le parrain et le filleul. Ça dure sur combien de mois, cette expérience? Donc après, on leur demande d'être disponibles sur 2 mois, septembre-octobre, et au minimum 20 heures. Voilà. Alors pour conclure, peut-être un Facebook, une page officielle? Oui, sur parrainage-international.fr. Vous avez les deux. Merci d'être venu nous parler de cette édition 2015 du parrainage international. Après ce petit tour dans le patio, nous voici donc dans l'auditorium de la Panacée. Pour notre rubrique Vie étudiante, nous allons parler de l'entrepreneuriat organisé par l'Université Paul Valéry Montpellier. Mais tout d'abord, nous allons découvrir la nouvelle carte étudiante avec Emmanuel Ricard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé du projet de la mise en œuvre de cette nouvelle carte multiservice. Alors pourquoi une nouvelle carte et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, pourquoi une nouvelle carte? Parce qu'il était important pour le Crous de Montpellier de proposer un nouveau porte-monnaie électronique à l'ensemble de ses usagers, à savoir donc tous les étudiants du Languedoc-Roussillon, Nîmes, Perpignan et Montpellier, et tout ce qui est professeur et personnel administratif. À partir de quand cette nouvelle carte sera-t-elle mise en service ? L'étudiant va avoir donc une nouvelle carte à partir de la rentrée de 2015 lorsqu'il sera inscrit auprès de sa faculté. Il devra se rendre sur le site www.easily.fr pour se créer un compte. Comme ça, il pourra recharger sa carte. Il pourra donc payer dans tous les points Crous, donc tout ce qui est cafétéria et restaurant universitaire, mais également tout ce qui est distributeur automatique, photocopie, laverie, sans oublier le contrôle d'accès, car tous ces services sont extrêmement bien développés au sein de nos universités. Alors, des nouveaux services développés au sein des universités, certes, mais concrètement, est-ce que Easily va remplacer Monéo ?
Alors, Easly a pour vocation de remplacer Moneo, en effet, mais qu'au sein des utilisations Crous et université. Il ne sera plus possible, par exemple, de payer avec sa carte actuelle, comme on le faisait, par exemple, pour les paramètres. Alors, pour tous les étudiants qui disposent de la carte actuelle Moneo, comment devront-ils procéder pour récupérer le solde de leur carte ? Alors, il est très important pour tous les usagers actuels de la carte multiservice de récupérer le solde de leur carte avant le 28 juillet. Donc, pour cela, il suffit que l'usager se présente devant une borne de rechargement et là, il solde sa carte. Si, malheureusement, cette personne n'a pas la possibilité de se présenter devant une borne avant le 28 juillet, il a la possibilité de se rendre sur les sites internet des universités et du Crous de Montpellier et il trouvera toutes les indications et formulaires à renvoyer auprès de Moneo. D'accord, alors. Et pour finir, justement, un site où on peut retrouver toutes les informations concrètes sur cette nouvelle carte ? Vous avez donc le site du Crous de Montpellier, donc www.crous-montpellier.fr, tous les sites internet de toutes les universités donc, qui parlent également de cette nouvelle carte Easly. Et vous allez donc pouvoir trouver tout ce qu'offre Easly, à savoir le fait que ce soit plus sécurisé, plus rapide, plus simple pour l'utilisation pour les étudiants. D'accord. Merci Emmanuel Ricard d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous l'aurez donc compris, donc une nouvelle carte à la rentrée septembre 2015 et n'oubliez pas de solder votre compte avant le 28 juillet. Revenons maintenant sur le succès rencontré par la journée Entreprendre autrement, proposée par l'université Paul-Valéry Montpellier le 2 avril dernier. Regardez ce petit reportage. Ce projet, concrètement, ça vous offre l'opportunité d'être maître de votre vie, de vos projets et de votre destin. Profitez-en. Et il y a aussi bien évidemment l'aspect interactif et social. Ce serait une plateforme qui permet donc aux gens de se rencontrer. La journée Entreprendre autrement est une première à l'université Paul-Valéry Montpellier qui revendique pleinement la participation des lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales à la construction du monde de demain. Il s'agit bien plus que d'une simple rencontre entre professionnels et étudiants. C'est un premier pas vers l'entreprendre, un entreprendre autrement, puisque nous sommes une université de lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales. Et donc nous avons des atouts, nous avons des compétences qui sont à mettre, on va dire, en œuvre au jour d'aujourd'hui dans les entreprises. Ce sont les talents et les compétences de demain, voire déjà d'aujourd'hui, puisque toutes ces valeurs qui fondent notre université, le semper dissimilis, c'est toujours différente. Ce sont des valeurs humaines, c'est apporter du socialement innovant dans les entreprises et également travailler sur tout ce qui est la dimension de l'économie sociale et solidaire. Je crois que cette journée Entreprendre, oui, c'est aussi, c'est le deuxième mot, entreprendre autrement et montrer quel peut être l'apport de nos disciplines justement dans cette façon d'entreprendre. Le concept Entreprendre autrement, c'est une invitation à la réflexion collective sur le renouvellement nécessaire des rapports entre humanité et économie, avec une intégration forte des grands enjeux sociaux et environnementaux. Tous nos partenaires, à la fois on va dire autant clients que fournisseurs, que partenaires qui travaillent avec nos formations, eh bien, sont présents sur le campus. Également des institutions comme Realis, comme Altering Cube et d'autres encore que je vais certainement oublier. En guise de symbolique, c'est une bouffée d'air qui attendait les participants sur le campus de l'université. A comme animation, I comme information et R comme réflexion. Un programme ambitieux qui n'a perturbé en rien la convivialité de cette journée pour un encouragement à l'innovation, mais sans jamais perdre de vue ses objectifs participatifs, collaboratifs, sociaux ou écologiques. On rentre pleinement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Notre objet social est de favoriser la transition énergétique en fournissant à quiconque souhaite changer de fournisseur en énergie une énergie 100% renouvelable, locale. On essaye de montrer qu'en psychologie du travail, on veut lever les freins des jeunes entrepreneuses à entreprendre en fait, comme une affiche le dit bien. Est-ce qu'on a besoin d'une moustache pour avoir des idées? Voilà, donc notre thème c'est entreprendre au féminin. Il y aura un quiz justement sur les stéréotypes sous forme d'affirmation avec un t-shirt à gagner, enfin des petits lots à gagner pour vraiment montrer aux gens qu'on a des idées préconçues dans la société et que parfois, non, la société a évolué et que ces stéréotypes aussi ont évolué. Je représente l'association Entreprendre pour apprendre qui a pour objectif de développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes dès la 4e et jusqu'aux étudiants de BTS en passant aussi par les lycées
générale, technologique, professionnelle, toutes filières confondues. Le CJD est un groupement de chefs d'entreprise, de jeunes dirigeants. Il a pour but en fait de rompre l'isolement des chefs d'entreprise pour qu'ils communiquent, pour qu'ils échangent sur des problématiques actuelles. Entreprendre pour changer le monde, c'est exactement les valeurs du CJD, donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Entreprendre autrement, c'est aussi le lancement de Startup Campus, un challenge inédit à l'université. En un temps record, et avec l'aide de managers professionnels, une dizaine d'équipes étudiantes se sont lancées dans de véritables projets de création d'entreprise. Un jury spécifique a été constitué pour sélectionner et récompenser les projets les plus originaux. Le MEDEF est un syndicat patronal qui est sensible au développement de l'entreprise en France et va mener toutes les actions qui vont favoriser le développement d'entreprises en France, aussi bien au niveau des étudiants, qui est une source vive de talents et de compétences, et aussi bien auprès de jeunes entrepreneurs, soit par du conseil, de l'assistance juridique et fiscale, comptable, ou par de l'accompagnement en coaching pour aider ces jeunes entrepreneurs à monter leurs entreprises. Donc les 3 projets qui ont été sélectionnés, donc j'appelle à la tribune le monde d'essence. Et également Mouvement Média. Madame le recteur, je vous laisse appeler le premier prix coup de cœur. Alors, pour représenter le lycée Notre-Dame de Mende, Laetitia Barra. J'ai décidé de créer l'Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés. J'ai appris à connaître dans ces 18 mois l'investissement de cette université en formation et en recherche. Sur la question de l'entrepreneuriat féminin, on a essayé d'avoir plusieurs leviers d'action généraux. D'abord sur le travail des femmes en général, donc il y a tout le titre 1 de la loi sur l'égalité professionnelle. Donc on a essayé... Alors vous voyez une belle équipe. Fidèle à sa devise, l'université Paul Valéry cultive sa différence au bénéfice d'un esprit d'entreprise alternatif, mais soutenu en commun par l'Union régionale des sociétés coopératives, la région, le rectorat, la direction de la recherche et des écoles doctorales, Pépiteller et par l'ensemble de ses partenaires. Une belle initiative que cette journée. L'émission touche à sa fin, Damien. Absolument, Joris, merci. On a pris encore énormément de plaisir à présenter ces différents sujets ici à la Panacée. Magnifique lieu. Donc, vous avez pu découvrir un petit peu toutes les facettes de l'auditorium, aux salles d'exposition, ici même dans ce magnifique patio. On remercie d'ailleurs toute l'équipe de la Panacée et l'équipe technique qui se cache derrière. Absolument, merci à eux à nouveau. Et puis, mai, on fait rien. Oui, pas d'émission au mois de mai. Et donc on se retrouvera en juin pour un nouveau numéro de Campus Magalère. Merci et à bientôt.